Ok. Oui, et si tu écoutes ça, c'est l'origine, c'est la version française du Secret derrière le secret, une vidéo qui a été faite par Cameron Cope. Et aujourd'hui, moi, Vianney, je veux tout simplement faire la version française parce que c'est un audio que beaucoup de personnes ont aimé cela. Et ouais, peut-être sûr que cela puisse atteindre plus de personnes, que plus de personnes puissent vraiment profiter de cela. Donc voilà pourquoi je fais cette version française. Et si tu connais bien l'anglais, si tu as un anglais, un niveau en anglais bien développé, dans ce cas, dans la description, il y a le lien pour la version originale qui est en anglais. Donc, c'est parti. Donc, ouais, c'est Cameron et ce qu'il veut te raconter, c'est le secret derrière le secret. Donc, avant tout, laisse-moi commencer avec une citation d'une personne que tout le monde respecte pour plusieurs raisons. Et c'est une expression de Albert Einstein. Et je ne sais pas vraiment la citation exacte, mais il a dit quelque chose de la sorte, un génie, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des choses complexes et les rendre simples. Oui, peut-être, mais comment est-ce que tu prends, par exemple, un jet turbine, comment est-ce que tu rends ça simple? C'est pas simple, c'est complexe. Tu peux peut-être réduire l'explication de comment est-ce qu'un jet turbine fonctionne, mais, mais c'est un peu comme dire comment rendre un gratte-ciel simple. Faire je dis, pense par exemple à quelque chose de complexe. Pense à une montre Patek Philippe. Regarde le derrière de cette montre. Est-ce que tu regarderais cela et tu dirais, waouh, c'est vraiment complexe, c'est parfait, c'est pas génie, c'est pas génial. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un type de génie qui peut prendre un truc complexe et le faire et le rendre simple? Oui, mais c'est tout simplement une formule limitée d'intelligence. Et c'est actuellement une intelligence très limitée parce que tout le but de cela, c'est de traduire cette complexité que tu comprends pour les autres personnes qui ne sont pas capables de comprendre cette complexité. Donc, fondamentalement, Einstein était en train de dire que vous tous, vous êtes tellement stupides et la raison pour laquelle vous pensez que je suis un génie, c'est parce que je suis capable de prendre quelque chose qui est complexe, que je ne connais même rien de cela, et rendre cela simple. Et mettre cela dans des termes simples que tu peux comprendre. Et qui vraiment comprend la théorie de la relativité? Pensez-y. Un gars qui est en train de te dire qu'un génie, c'est quelqu'un qui peut prendre des trucs complexes et les rendre simples, n'est même pas capable de t'expliquer la théorie de la relativité d'une façon simple. Alors, est-il un génie ou pas? C'est quoi le secret derrière le secret? Qu'est-ce que cela a à voir avec le secret derrière le secret? La majorité d'entre vous connaissent sûrement Napoléon Hill, qui a écrit le livre Penser et devenir riche. Et il a aussi écrit un autre livre que beaucoup de personnes n'ont absolument pas lu, ce livre, qui est La loi du succès en 16 leçons. Et je vais juste te donner un petit aperçu de l'histoire de Napoléon Hill pour ceux qui ne connaissent pas qui il est. Donc, à une certaine époque, l'homme le plus riche du monde, qui était Andrew Carnegie, que tu as sûrement entendu parler de lui. Il était associé avec l'US Steel, un des hommes les plus riches du monde, et il était ami avec, tu sais, Henry Ford, Firestone et tous ces gars-là. Je pense Thomas Edison aussi, si je ne me trompe pas. Le point est, en fonction de l'histoire, il a commissionné Napoléon Hill de voyager et rendre visite à ces hommes riches et tous ces leaders et ces élites et les étudier et trouver c'était quoi la clé du succès. Parce que je suppose, même Andrew Carnegie ne comprenait pas c'était quoi la clé du succès. Et il les appliquait sûrement inconsciemment et n'était pas vraiment certain sur ce qui lui donnait vraiment cette habilité. Et moi aussi, je peux vraiment comprendre cela parce qu'il y a certaines aptitudes que j'ai que peut-être toi aussi tu les as, mais que tu ne les comprends pas exactement. Et ce n'est même pas quelque chose que tu as développé. Ça a plutôt l'impression comme si tu étais né avec.
Donc, lui, il voulait comprendre vraiment comment était la clé du succès. Mais je suppose que le point de l'histoire qui concernait vraiment Andrew Carnegie, c'était de pouvoir aider les gens, de pouvoir trouver quelque chose pour aider les gens. Donc, d'une manière ou d'une autre, il a commissionné à Napoléon Hill. Et Napoléon Hill a voyagé un peu partout et il a interviewé ces gens, il a discuté avec eux et il a commencé à collectionner les informations qu'il trouvait et présentait cela dans les séminaires et des sections de coaching. Et basiquement, donc juste apprendre d'autres personnes sur comment réussir. Et il y avait, du moins, selon Kevin Trudeau, une histoire où Napoléon Hill était, il a enregistré un audio où il était dans la chambre de commerce, où il parlait à la chambre de commerce dans les années 1900. Et Kevin dit, il a écouté ces enregistrements. Donc, je ne pense pas vraiment que ces enregistrements ont été publiés au public. Napoléon Hill est en train de partager ses recherches avec la chambre de commerce à ce moment-là, et la chambre de commerce était plein plein leaders des industries. Et basiquement, il partageait qu'il a découvert le secret du succès et que c'est ta pensée, ce sont tes pensées, c'est la façon dont tu penses et que tu peux actuellement changer tes pensées. Et si tu changes ta façon de penser, tu peux devenir plus réussi, tu peux réussir ta vie, mais tu peux avoir plus de succès dans ta vie. Et selon l'histoire, les personnes dont Napoléon Hill est en train de partager ce secret avec eux, ils étaient vraiment en colère contre lui en lui expliquant que cela va créer plus de compétition pour nous et nous ne voulons vraiment pas cela. Et le livre de Napoléon Hill a été censuré et ce livre-là, il a été dilué, donc certaines parties du livre ont été enlevées. Donc, apparemment, ce livre-là ne contient pas tout de son originalité ou bien tout ce que tu dois connaître pour pouvoir vraiment changer tes pensées. Mais le point est que quand Napoléon Hill a partagé ce secret-ci avec ces leaders-là, ils étaient vraiment en colère et Napoléon Hill leur a dit, hey, écoutez, vous n'avez aucune raison de vous mettre en colère de ça parce que tout ce que j'ai partagé le secret avec eux, très peu de personnes l'ont vraiment appliqué. Et très peu de personnes sont vraiment capables de prendre cela et faire de cela quelque chose. Donc, il n'y a rien vraiment dont vous avez besoin de vous en préoccuper. Même que Napoléon Hill était vraiment enthousiaste sur partager ceci avec tout le monde. Ouais. Donc, tout ça, c'était dans les années 1920. Et quelques années plus tard jusqu'à aujourd'hui, comme tu peux voir, il y a vraiment très peu de personnes qui ont vraiment du succès dans ce monde et la majorité de personnes vivent toujours dans la pauvreté. Et très peu de personnes qui pensent qu'ils sont vraiment en train de faire bien, qui sont en train de s'en sortir, mais ils vivent toujours une vie moyenne, ils sont toujours dans la classe moyenne et ils ne connaissent vraiment pas ce qu'est la vie de luxe ou bien ce qu'est le luxe. Donc, nous avons toujours un monde qui n'est pas vraiment différent de 1920. La seule différence, c'est tout simplement qu'il y a plus de technologie et une différence fondamentale, c'est tout simplement qu'il y a plus de communication, plus de technologie de communication, ce qui fait que je peux être en train de te parler maintenant live et un dimanche est en train d'expliquer tout ça. Et contrairement à Napoléon Hill, dans les années 1920, il faisait cela dans une maison d'enregistrement où il n'y avait même pas de bonne technique d'enregistrement. Donc, aujourd'hui, je peux tout simplement parler mon esprit et des gens peuvent l'écouter, tu peux voir cela et puis tu peux partager avec d'autres personnes. Donc, Napoléon Hill a découvert le secret que tu peux changer tes pensées, tu peux changer ta vie. Si tu peux changer tes pensées pour ceux qui vont te faire plus d'argent, là, tu vas te faire de l'argent. Ce qui est très évident actuellement. Mais ce que je veux partager avec toi, le secret derrière le secret est actuellement plus fondamental et quelque chose que tu peux vraiment faire quelque chose contre cela. Et tout le monde peut faire quelque chose avec ceci. Non, pas tout le monde peut faire quelque chose avec le concept changer tes pensées et puis change ta vie parce que, attends, laisse-moi te demander une question. D'où viennent tes pensées?
Tu ne sais pas. Et je parle à tellement de personnes. Tout le temps, je leur demande ces questions. Et les personnes que tu les considères vraiment des personnes à succès, des personnes qui se présentent comme connaître comment faire autres personnes réussir leur vie. Des personnes qui se présentent comme à succès et qui se disent être capables de aider les autres personnes à réussir dans leur vie. Et quand je leur demande d'où est-ce que tes pensées viennent, ils ne savent pas. Ils sont là. Tout le monde dit soit, ou bien je ne sais pas, tu m'as eu là-dessus. Ou bien ils disent, oh, je n'ai jamais pensé à ça auparavant. Alors, laisse-moi être direct avec toi. Tu es en train de me dire, le secret de changer ma vie, c'est de changer mes pensées, mais tu me dis, tu ne sais même pas d'où viennent mes pensées. Ce serait comme en train de dire, le secret pour un bon lasagne, c'est la bonne tomate, la bonne sauce tomate. Oh oui, ok, cool. Où est-ce que je peux trouver la bonne sauce tomate? Tu me dis, oh, je ne sais pas. Ça arrive tout simplement chaque fois à ma porte magiquement. Et c'est juste, cela ne va tout simplement pas aider tout le monde ou bien une autre personne. Parce que, sauf si tu étais né dans un environnement où tu étais fondamentalement exposé et à télécharger, effectivement, ce processus de pensée des personnes autour de toi, dans ton environnement, tu ne serais pas capable de le faire par toi-même. Parce que, voici la raison pourquoi. Réfléchis-y. Si nous acceptons le principe que si tu changes tes pensées, tu changes ta vie. OK, Napoléon, il avait raison. Mais tu ne sais pas d'où viennent tes pensées. Comment est-ce que tu vas changer tes pensées? D'où viennent tes pensées? Laisse-moi te parler d'une autre personne que tu n'as sûrement jamais entendu parler de lui. OK? Tout le monde, très peu de personnes ont entendu parler de Napoléon Hill. Certains d'entre vous en ont entendu. Et si tu es dans le gym, tu as définitivement entendu parler de Napoléon Hill. Et si tu es dans le gym et que tu n'as pas encore entendu parler de Napoléon Hill, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Retourne à tes bases. Je ne sais pas quoi te dire, mais tu dois retourner aux bases, aux fondamentaux. Mais tu es dans le gym, supposons que tu as entendu parler de Napoléon Hill. Ou bien tu as été dans des séminaires de succès et tu as entendu parler de Napoléon Hill. Tu as entendu parler de les lois de succès et tu as aussi entendu parler de penser devenir riche. Mais tu es toujours en train de souffrir. Tu es toujours en train de souffrir. Tu as toujours de la peine à changer tes pensées. Tu penses que tu les changes pour un petit moment, mais dès que quelque chose arrive, cela te déstabilise et soudainement, tu retournes où est-ce que tu étais auparavant. Et si tu es vraiment honnête envers toi-même, si tu regardes vraiment profondément à l'intérieur de toi, tu vas vraiment voir par toi-même que tu es la même personne que tu étais 6, 7, 8, 10 dernières années. Tu n'es pas différent. Tu n'as pas changé tes pensées. Tout ce que tu as fait, c'est changer l'apparence physique, l'apparence visuelle, jusqu'à ce que les autres personnes pensent que tu as changé tes pensées ou bien que tu penses différemment. Ça, c'est très facile à faire. Ça, c'est poser une acte. Ça, c'est faire comme un acteur. C'est un peu comme si, quand tu as vu ces interviews avec les célébrités, mais les gens comme les Brad Pitt ou bien n'importe qui, c'est comme si tu regardes ces interviews et ils sont assis et ils sont tout simplement eux-mêmes et ils ressemblent à des idiots complets. Et très majoritairement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec eux parce que très, très souvent, c'est comme si quelque chose n'est pas normal avec eux. C'est déjà, qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne-ci? Parce que quand tu les vois dans des films, c'est tout simplement parce qu'ils sont en train de faire une performance. Ils sont en train de performer. C'est du cinéma. Et si tu sais comment la cinématographie fonctionne, tu sais que ils peuvent prendre une personne et faire de cette personne-là n'importe qui, et faire cette personne être vraiment efficace et tout ce qu'ils veulent que cette personne-là devienne.
Faire ça, c'est tout simplement du cinéma, c'est tout simplement une performance. Donc, tu peux apprendre à te présenter de la sorte, un peu comme cet acteur de cinéma. Tu peux apprendre à faire cela. Et ça, c'est ce que tous ces abdicateurs de la pensée positive sont en train de faire. Ils sont tout simplement en train de prétendre. Mais ils ne sont pas positifs. Ils n'ont pas vraiment changé intérieurement. Voilà la raison pourquoi leur vie continue à s'effondrer. Alors, comment est-ce que tu changes tes pensées? Laisse-moi te raconter l'histoire complète de ce monsieur-ci, du nom de Johnson O'Connor, dans les années 1920, dans le même temps que Napoléon Hill est en train de faire ses recherches, dans le même temps de la découverte de la lampe à incandescence, dans le même temps où on a trouvé l'automation de la production des véhicules, durant le même temps où cette découverte était en train d'être faite, General Electric, que tu as peut-être déjà entendu d'eux, mais si tu n'as pas encore entendu parler d'eux, ou bien si tu ne sais pas qui est General Electric va tout simplement regarder toute pièce électronique. Ils possèdent sûrement toutes ces pièces-là. GE. Et si tu remets, et si tu t'en souviens, bon, si tu es un peu plus dans la trentaine et plus, tu dois sûrement t'en souvenir, ou bien plus âgé, tu dois sûrement te souvenir de cela, ou bien peut-être ils ne le font plus. Mais à NBC, il y avait souvent ces petits sons-là qu'ils jouaient. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Et ils vont jouer ce son-là avant et après n'importe quoi. Tan, tan, tan. Et si tu t'en vas sur le piano et que tu joues ces lettres-là, tu vas trouver que ce sont les lettres G, E, C. G, C, E. Et G, E, C veut dire General Electric Corporation. Et General Electric possède, bon, je ne sais pas s'il le possède toujours, NBC, MSBC, GE. GE aussi produit les armes pour le gouvernement. Ils ont leurs mains sur vraiment beaucoup de choses. Et c'est une compagnie énergétique, mais ils ont leurs mains dans un secteur, dans plusieurs secteurs. Et aussi dans les technologies. Ils produisent vraiment beaucoup de choses. Ouais, imagine qui a commencé General Electric. General Electric était la combinaison entre, je me souviens pas du nom de cela, c'est un nom que beaucoup ne s'en souviennent pas. C'était une Midwestern Electric, quelque chose. C'était une combinaison entre une très grande compagnie et une autre compagnie appelée Edison Electric. Donc, General Electric c'est la continuation de la compagnie de Thomas Edison. C'est l'une des plus grandes compagnies dans le monde. Et si tu t'en vas regarder, il y a juste environ 5 compagnies qui sont plus grandes que GE et ils sont tous des compagnies chinoises. Alors, General Electric, dans les années 1920, ils avaient ce problème-là. Donc, comme tu peux imaginer, la technologie commençait à être inventée et cela vraiment bluffait tout le monde. Imagine alors, tu vivais dans un monde dans les années 1800, début 1900, et il n'y a pas d'électricité, c'est juste des bougies et des lampes et des trucs de la merde comme ça. Et c'est vraiment un casse-pied quand tu regardes tout cela, que la nuit, tu ne peux même pas allumer, tu n'as pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, donc tout s'arrête, toute activité est arrêtée. Et là vient Thomas Edison et invente la lampe à incandescence et fait tout ce travail-là pour avoir tout le monde sur l'électricité, à utiliser l'électricité et avoir de l'électricité dans leur maison. Et soudainement, c'est wow! Et directement, c'est déjà, regarde, dès que j'appuie sur cet interrupteur et soudainement, toute la pièce est illuminée. Et tu serais là, wow! Combien de temps est-ce que cela dure? Et la réponse c'est autant que tu veux. Et ils sont là, non de Dieu. Donc, imagine, retourner dans les années 1800 et montrer quelqu'un un iPad. Imagine retourner dans les années 1800 et montrer quelqu'un un iPhone.
C'est sûrement de cette façon-là que les gens se sont sentis quand l'électricité a été inventée. Tout comme quand une nouvelle technologie vient d'être inventée, nous sommes déjà « Wow !» Si c'est vraiment cool. Quand le iPod est sorti, c'était cool. C'était « Wow !» Et déjà, nous n'avons plus toujours cette même réaction parce que les choses viennent d'une façon plus rapide, mais dans les années précédentes, l'électricité, c'était vraiment quelque chose de majeur. Parce que, tu sais, quitter de la lampe et des trucs comme ça, la bougie, mais pas juste l'électricité dans ta maison, mais pense ce que tu peux faire avec l'électricité. Il commence à créer des circuits électroniques. Est-ce que tu sais que le premier ordinateur a été écrit comme un papier mathématique avant qu'il y avait même des choses comme un circuit électronique. Donc, ils ont actuellement écrit un programme électronique, mais c'était comme un journal de maths. Et c'était déjà, ouais, s'il y a peut-être un outil qui peut procéder les informations, donc nous pouvons mettre ceci à l'intérieur de cela et cela va calculer ces résultats-ci, ou bien cela va performer ce code-là. Ce qui a conduit à, par exemple, le premier département de sciences qui était tout simplement une extension du département de mathématiques. Donc, ce qui s'est passé quand ils ont inventé quand ils ont décidé quand ils ont créé la lampe à incandescence et qu'ils ont commencé à créer des circuits électroniques, c'était une totale révolution. Et c'est ça qui a même rendu cette conversation ici actuellement possible. Mais tu peux imaginer General Electric à ce moment-là où les choses avançaient extrêmement rapide, où ils avaient vraiment des problèmes, car il y avait vraiment, ils étaient obligés de licencier énormément du personnel parce que les gens ne pouvaient pas s'adapter. Parce que imagine, si tu as un groupe de personnes, là, imagine tu as une compagnie où la majorité des personnes sont dans la cinquantaine. Et là, tu arrives là-bas dans ta compagnie et puis tu dis, OK, à partir de demain, là, nous allons tous commencer à utiliser Snapchat. Ils seront là déjà, wow, Snapchat, what? Qu'est-ce que tu dis? Les enfants connaissent ça, que quand tu commences à expliquer quelque chose à tes parents, une nouvelle technologie ou une nouvelle application ou quelque chose comme ça, ils n'arrivent tout simplement pas à procéder cela. Donc voilà pourquoi la majorité des personnes âgées sont sur Facebook. Voilà c'est pourquoi moi je suis sur Facebook, parce que j'aime bien discuter avec ces personnes âgées-là. Je vous aime vraiment. OK, donc General Electric, il a tous ce licenciement des employés, donc ils avaient des problèmes. Donc, ils ont embauché ce Johnson O'Connor-ci. Et Johnson O'Connor-ci, il allait un chercheur, il a fait des recherches, je pense, pour l'armée. Sa pensée, c'était déjà, si tu reviens de l'armée aujourd'hui, comme j'étais dans l'armée, et comme part de mon application à la Air Force Academy, je devais prendre un test. Une partie de cela, c'était un peu comme un texte de l'intelligence, mais l'autre partie c'était remplir ce questionnaire et nous allons déterminer quel est un rôle vraiment adapté à toi. Donc, c'est un peu comme une formalité quand tu appliques pour l'US Force Academy. Et si tu es une nouvelle recrue, ils sont en train leur but, c'est de voir et toutes ces questions et ils vont faire un assessment et on va trouver quelle est vraiment la position qui sera la plus adaptée pour toi et où tu seras le plus heureux et le plus effectif. Et cela aussi va augmenter notre efficacité en tant qu'armée. Et les compagnies utilisent des trucs comme ça s'appelle la psychométrie. Donc, ces gens-ci, O'Connor, il est un peu comme le parent ou bien le pionnier dans ce domaine-ci. Donc, il était vraiment, vraiment bien à ça. Donc, au lieu d'être dans les universités, les trucs comme ça, GE lui a engagé et lui a
donner une énorme fortune pour commencer une centre de recherche appelé the Human Engineering Lab. So, ils avaient des laboratoires un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, ils ont toujours un, mais c'est sous le nom de O'Connor Foundation. Ce n'est plus membre de GE. Donc, c'était dans les années 70 quand il est décédé. Et ils ont commandé la fondation pour continuer certaines recherches. Et j'ai actuellement eu des conversations avec des chercheurs et je connais la personne qui est en tête du département de recherche de la Johnson O'Connor Foundation. Nous avons eu des correspondances, très souvent et j'ai eu accès à toutes les recherches, je les ai tous lues. Et donc, quand il s'agit de ce que je suis en train de te dire, et il s'agit de ceci. Johnson O'Connor a commencé à faire tous ces tests et dans ce laboratoire, il avait des personnes qui venaient dans ce laboratoire et prendre toutes ces séries de tests. Et ce qu'ils étaient en train de faire, c'était en train de tester toutes les aptitudes humaines qu'ils pouvaient trouver. Même les choses comme ta dextérité, qui est ton aptitude à utiliser la pince à épingler. Tu sais, ton aptitude à toutes les aptitudes humaines et en plus, il te pose toutes sortes de questions concernant ta vie. Donc, ce qu'il faisait, c'est mesurer toutes choses dont il pouvait penser, qu'il pouvait mesurer en termes de l'être humain. Et ce qu'ils étaient en train de chercher, c'est, en tout cas, voici la raison pourquoi est-ce qu'il le faisait. General Electric a dit, Johnson O'Connor, s'il te plaît, aide-nous, trouve la clé pour rendre nos employés adaptables. Aide-nous à trouver la solution, la réponse, car ils ne voulaient plus continuer tout simplement à licencier les travailleurs, car ils ne voulaient plus tout simplement continuer à licencier leurs employés et embaucher de nouvelles personnes chaque fois qu'une nouvelle technologie faisait surface. Ou bien, ils avaient tout simplement besoin d'avoir plus de personnes innovatives, des personnes qui peuvent s'adapter et penser à cette technologie et créer quelque chose de nouveau avec cela. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il a commencé à faire tout cela et naturellement, ils ont investi une quantité énorme d'argent et de mon opinion, voilà pour une des raisons pourquoi General Electric a autant de succès, est aussi une des plus grandes compagnies dans le monde parce qu'ils ont actuellement trouvé la clé du succès. Ce n'était pas juste, OK, change tes pensées, change ta vie, mais c'était comment est-ce que tu changes actuellement tes pensées. Parce que ta façon d'être, de t'adapter, de mon opinion, c'est l'une des raisons pourquoi General Electric est devenue une compagnie aussi à succès et l'une des plus grandes compagnies dans le monde parce qu'ils ont actuellement trouvé la clé du succès. C'était pas juste, oh, change tes pensées, change ta vie, mais c'était déjà, hey, comment est-ce que tu changes vraiment tes pensées? Parce que l'adaptabilité, c'est changer ses pensées. Être adaptable, c'est changer ses pensées. Être capable d'apprendre de nouvelles choses égale changer ses pensées. Considère vraiment ce que je suis en train de dire. Si tu connais des nouvelles informations, si tu apprends des nouvelles informations, OK, si je te dis comment faire quelque chose, mais tu ne peux pas l'appliquer, ça veut dire que tu n'as pas changé tes pensées. Tu n'as pas changé tes neuropathways, tu n'as pas changé tes habitudes, tu n'as pas changé l'information physique qui est instaurée à l'intérieur de toi, qui est inconsciemment en train de te causer de faire des choses. C'est ça que veut dire changer tes pensées. Ça ne veut pas juste dire changer les pensées qui sont en train de se dérouler dans ta tête. Ça, c'est ta mémoire consciente. C'est ton conscient. Cette partie-là, c'est ton conscient. C'est pas vraiment d'où tes pensées viennent. Ça, c'est tout simplement l'effet de quelque chose. Car si tu t'en vas regarder vraiment les recherches qui ont été faites, ils ont étudié quand une personne a une pensée et quand cette personne devient consciente de cette pensée. Et quand est-ce que
Donc, quand est-ce qu'une pensée est électriquement générée dans le cerveau et quand est-ce que cette personne est consciente de cette pensée-là? Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la pensée est d'abord générée et ensuite, maintenant, l'être est conscient de cette pensée-là. Donc, tu ne peux pas changer tes pensées à travers les pensées. Tu peux être exposé à de nouvelles informations, mais en soi-même, cela ne va pas changer tes pensées. Et les personnes peuvent utiliser cette répétition à l'intervalle de temps, mais c'est une très, très inférieure comparée à ce que je connais. Parce que la répétition espacée, quand tu étudies la neuroscience de cela, c'est un peu comme toquer chez quelqu'un jusqu'à ce que cette personne ouvre. Mais le truc, c'est que cette personne est en haut de l'étage avec leurs écouteurs et en train d'écouter de la musique. C'est un peu comme ça que sont tes circuits neuronaux. Et tu es juste là, tu continues à toquer, en espérant qu'en un moment, quand il y aura un peu comme un silence dans ces écouteurs, et puis ils vont se dire, oh, qu'est-ce que c'était? Parce que quand tu comprends comment la neuroscience fonctionne, quand tu comprends comment les synapses fonctionnent, comment les neurones fonctionnent, comment les cellules réceptrices fonctionnent, comment est-ce qu'elles changent de polarité au-dessus des cellules, quand tu comprends comment tout cela fonctionne et comment, si tu trouves le stimulus parfait dans le neurone, et dans le neurone, cela va créer plus de récepteurs au niveau de la cellule, ce qui fait que l'information va couler encore plus simplement. Et tu peux actuellement le faire d'une forme qui crée des récepteurs permanents sur la cellule. Cela est appelé potentialisation à long terme. Est-ce que tu vas aller étudier toute la neuroscience comme je l'ai fait? Ça, je le doute. Donc, suis-moi tout simplement pour un petit moment. La répétition espacée, c'est une forme inférieure d'apprentissage. Tu n'avais pas vraiment à utiliser la répétition espacée quand tu apprends, quand tu étais un enfant et tu apprenais. Mais tu peux être en train de penser, ah, j'ai vu mes enfants répéter. Ils doivent répéter. Au début, oui. Dans le tout début, oui. Quand l'enfant n'a pas encore même pas les lettres et l'alphabet intégrés à l'intérieur d'eux. Ils doivent aller dans un état de concrète ou bien un état béton, un état capable de percevoir des sens abstraits ou imaginaires, où ils sont en train d'intégrer ces lettres physiquement. Mais une fois que cela est à l'intérieur d'eux, ils commencent tout simplement à télécharger les informations automatiquement car ils commencent à voir et percevoir plus. Et cela, par exemple, quand un parent agit d'une certaine manière ou bien quand un parent se comporte d'une certaine manière, automatiquement, l'enfant est immédiatement en train de procéder cela, même comme ils ne comprennent pas le contexte. Et je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais le point, c'est que cela se passe automatiquement et très rapidement. Voilà pourquoi c'est très facile pour un enfant d'apprendre une nouvelle langue. Mais si tu es un adulte et que tu essaies d'utiliser la répétition espacée pour apprendre une nouvelle langue, alors cela ne va vraiment pas marcher. Alors, quelle est la meilleure façon d'apprendre une nouvelle langue? C'est d'aller vivre dans ce pays-là. Ouais, c'est la meilleure façon, à part ce que je connais, à part la méthode dont je connais, que je suis en train de parler, mais que je n'ai pas encore expliqué maintenant. Mais en termes de ce que toi tu connais, ce qui est mieux que la répétition espacée, c'est d'aller t'immerger dans cet environnement-là, de cette langue-là. Parce que ce qui se passe, c'est que mais si tu vas juste en vacances, cela ne va pas se passer. Mais si tu t'en vas là-bas, mais si tu t'en vas vivre là-bas avec le mindset de, OK, là maintenant, je dois apprendre cette langue-ci, ce qui se passe, c'est que tu te mets dans un état de suivi. Ce qui se passe alors maintenant, c'est que tu te mets dans un état de suivi et donc tu te mets dans cet état de suivi et ce qui se passe, c'est que tu
retournes un peu dans cet état de l'apprentissage naturel qui est je dois survivre et qui est exactement ce que tu faisais en tant qu'enfant. Tu devais survivre dans cet environnement. Dans cet environnement, tu devais télécharger des informations pour pouvoir survivre. Parce que si tu ne te comportais pas comme cela était attendu de toi, alors il y aura des conséquences. Il y aura eu des conséquences. Alors, comme un enfant, tu as cette capacité naturelle et en tant qu'adulte, tu perds accès à cela. Et nous avons appris à travers l'école d'utiliser cette méthode de répétition espacée qui est très inférieure et frustrant. Et sauf si tu as maintenu ta capacité naturelle d'apprentissage, alors apprendre est très difficile. Alors, sauf si tu as un avantage génétique sur les autres qui te permet d'apprendre simplement. Donc, tu es vraiment dans la merde. Et voilà pourquoi c'est très difficile pour toi de changer. Parce que même si tu veux quelque chose de tout ton cœur, tu ne peux pas changer qui tu es. Alors, comment est-ce que Johnson O'Connor entre dans toute cette histoire? Johnson O'Connor entre dans cette histoire parce qu'il a réalisé que, après avoir fait toutes ces études, étudié des recherche après recherche, fait des recherches sur tout le monde, il a étudié les CEO, les présidents de compagnies, les infirmières étudiantes, les docteurs, les mécaniciens, les enseignants, les avocats, les collèges, les étudiants, et tout le monde, dans tous les domaines de la vie. Ils ont fait cela dans une période de plus de 70 ans. Mais c'était très évident après les environ 5 périodes de leur recherche, ce qu'était la réponse. Ils ont tout simplement continué à faire des recherches pour essayer d'invalider les résultats qu'ils ont déjà trouvés originairement, qui est que la seule chose que nous avons tous en commun, que tu sois une infirmière qui a réussi dans ta carrière, par exemple, ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est étudier des étudiants qui étaient dans des écoles d'infirmerie. Et ensuite, ils les étudiaient. Ensuite, ils faisaient des études sur eux. Ils l'ont étudié après qu'ils ont leur diplôme, combien de temps, quelle carrière est-ce qu'ils ont obtenu et combien de temps est-ce qu'ils ont duré dans leur carrière. Ou même si elles ont pu terminer avec leurs études, ou même si elles ont même pu avoir du travail. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que, et ils ont fait la même chose avec des personnes qui étudiaient le business, des personnes qui étudiaient dans le but de devenir des managers dans des compagnies, ou bien qui voulaient devenir des exécutifs dans des compagnies. Et ce qu'ils faisaient, c'est, ils faisaient tous ces tests-là. Et un des tests qu'ils faisaient à tout le monde, c'était un test de vocabulaire. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que si tu étais dans le top 10% des personnes qui ont pris le test de vocabulaire, tu seras cette personne-là qui terminera avec tes études et il sera vraiment, il y aura beaucoup de succès dans ta vie. Donc, et si tu étais en dessous des 10%, franchement, ceux-là, très peu ont pu terminer avec les études et très peu ont eu de succès dans leur vie. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a une directe corrélation c'est qu'il y avait une corrélation directe entre le pourcentage d'une personne en vocabulaire, donc ce qui veut dire qu'il soit dans le top niveau de leur vocabulaire comparé à leurs confrères. Doesn't make sense. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait une directe corrélation entre le pourcentage en vocabulaire d'une personne et ses confrères. Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a une directe corrélation entre le pourcentage de vocabulaire d'une personne, que cette personne soit vraiment au top de sa forme ou pas, comparé avec ses compatriotes. Donc, ce qu'ils ont fait, tu peux même aller dans une école et tu trouves tous les élèves ou bien les étudiants qui ont des problèmes, qui ont des difficultés à l'école. Et quel qu'en soit le problème que ces élèves-là ont,
une chose qu'ils avaient tous en commun, ces étudiants à problème, c'est un vocabulaire très faible. Même quand ils ont trouvé des personnes qui ont abandonné les études, c'est parce qu'ils avaient un vocabulaire très faible. Même des personnes qui ont divorcé, c'était parce que leur vocabulaire n'était pas au même niveau avec leur conjoint. Donc, il y avait une personne qui avait toujours un faible vocabulaire. Même quand ils ont étudié des présidents de compagnie, des PDG de compagnie qui étaient vraiment à succès, qui ont vraiment eu du succès, les personnes dans ce monde, si tu penses bien, qui se font du plus de l'argent, si tu y réfléchis vraiment, ce sont les PDG. Quel qu'en soit comme ils étaient, qu'ils n'étaient pas attirants physiquement, ou bien qu'ils venaient d'une bonne famille ou pas, qu'ils ont terminé le collège ou pas, certains n'ont même pas traversé le cours moyen 1 ou 2, et ça n'avait aucune importance. Ils avaient tous un vocabulaire très effectif. Et cela ne veut pas par là dire que tu peux directement parler à quelqu'un et connaître son niveau de vocabulaire. Parce que parfois, ces personnes-là parlent simplement de façon volontaire parce qu'ils savent que cela rend les personnes autour d'eux confortables. Ou bien ils savent qu'en parlant comme ça, c'est comme ça qu'ils vont créer rapidement des connexions avec des personnes. Et voilà ce qui les rend vraiment effectifs à ce qu'ils font parce que ils savent comment communiquer avec d'autres personnes. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est quelqu'un comme Trump. Les gens pensent qu'il est stupide. Le gars est allé à Wharton Business School. Il était le commandeur de cadet de Military School où il est allé. Ce gars est tranchant. Il a un niveau IQ d'un génie. Tu ne deviens pas milliardaire en étant stupide. Et ça, c'est le truc. Parce que les gens regardent à une personne, ils regardent tout simplement sa personnalité et ils pensent que ça veut quelque part dire qu'il est stupide. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ils peuvent aller dans une université et parler à un professeur qui a l'air d'être intelligent. Mais regarde, combien est-ce qu'il se fait, ce professeur-là? Mais quel impact est-ce qu'ils ont dans le monde? Très minime comparé à quelqu'un comme Trump, comme Donald Trump. Ça, c'est une chose que ces PDG ont en commun, c'est qu'ils ont un vocabulaire très effectif. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire quand je dis vocabulaire? Ton vocabulaire est ta programmation interne. Tes pensées, ton vocabulaire est d'où tes pensées viennent. Pense à ça de cette façon-ci. Quand tu étais encore un petit enfant, tu es dans un environnement. Donc, ce qui veut dire tu absorbes automatiquement les informations. Donc, ça veut dire que tu t'en vas dans cette forme concrète, bien béton, solide. En absorbant les informations, immédiatement, tu absorbes inconsciemment et immédiatement les informations autour de toi. Et tu t'en vas dans cette forme concrète ou bien béton quand tu es en train d'apprendre l'alphabet. Mais à un certain moment, tu commences tout simplement à télécharger ces mots en observant et en écoutant autour de toi et en les utilisant. Et ce que tu es en train de faire, c'est tu es en train de créer à l'intérieur de toi cet outil, ce système, cette technologie, tu peux l'appeler vocabulaire. Tu es en train de créer un système qui répond au stimulus de l'environnement. Tu peux l'appeler vocabulaire. Tu es en train de créer un système qui répond au stimulus de l'environnement et réagit aussi. Et comment est-ce que cela réacte? Cela produit des pensées, cela produit des émotions. Bon, considérons que tu es un enfant et par exemple, tu es dans un environnement et tu vois quelque chose se passer avec tes parents. Par exemple, ton père revient du travail et il est frustré à cause du travail. Et la maman qui est en train de dire au père, pourquoi est-ce que tu es rentré aussi tard? Et le père lui répond, pourquoi est-ce que tu es toujours en train de me crier dessus? Donc, à ce moment-là, toi, en tant qu'enfant, tu es en train d'observer cela. Et toi, sans le réaliser, tu es en train de mettre des décisions, ce que cet échange-là veut dire pour toi. Tu es en train d'apprendre ce que c'est qu'une relation, tu apprends ce que c'est que le mariage, tu apprends ce que c'est que parler à une autre personne, tu apprends ce que c'est que le respect, tu apprends
ce que c'est que le travail, parce que ton père revient du travail. Tu apprends ce que c'est qu'être une maman. Tu apprends ce que c'est qu'être une épouse. Tu es en train d'apprendre tellement de choses en ce moment et tu es en train d'enregistrer ces informations à l'intérieur de toi en tant que mots, en fonction de tous ces mots qui sont en train d'être dits autour de toi. Et plus tard, quand quelqu'un va utiliser le mot relation ou bien mariage, et plus tard, quand quelqu'un va dire une relation entre homme et femme ou bien mariage, tu vas dire, ah, oui, je connais ce que ce mot-là veut dire. Et tous ces mots-là, tous ces mémoires-là, toutes ces émotions-là, ils vont aller se stocker dans un classeur à l'intérieur de toi. Et ce qui va alors se passer, c'est que plus tard dans la vie, quand tu seras maintenant dans une relation, ce classeur-là où est marqué dessus relation, bien mariage, il va donc s'ouvrir. Ah, et ces informations, et ces mots, ces émotions qui ont été enregistrées, bien qui ont été conservées dans ce classeur-là, c'est ça qui va commencer à sortir, donc toutes ces émotions, toutes ces pensées. Et alors, quand tu es petit, tu es en train de construire cette librairie. Tu es en train de construire cette librairie de tout ce système où toutes ces informations-là sont interconnectées. Et alors, quand tu t'en vas dans le monde et que ces mots sont utilisés dans le monde et que tu es dans une relation où tout est représenté par les mots, alors, tous ces classeurs commencent à s'ouvrir et toutes ces informations-là sont comme tous ces programmes qui commencent à passer en action. Par exemple, quand tu entres dans une relation avec quelqu'un et soudainement, le programme de la relation s'active et toutes les informations qui sont à l'intérieur que tu as appris dans ta vie commencent à tout simplement à s'activer comme des petits programmes. Et alors, ce qui se passe, toi, tu crées une vie pour toi en fonction du vocabulaire et des mots que tu as enregistrés à l'intérieur de toi, en fonction de l'environnement dans lequel tu as grandi, en fonction des expériences que tu as vécues dans ta vie. Donc, si tu as grandi dans un environnement où, pour certaines raisons, cela t'a mis dans une situation où tu devrais survivre, donc, et cela t'a fait développer certaines aptitudes, par exemple la manipulation, le charisme, et aussi, tu as aussi l'aptitude génétique à apprendre des nouvelles informations qui sont un peu au-dessus de ces aptitudes-là que d'autres personnes ont. Par exemple, quelqu'un comme Andrew Carnegie ou bien Richard Branson, quelqu'un comme Bill Gates, par exemple, il a grandi dans un environnement qui était très élite. C'est une famille d'élite. Donc, lui, il a été exposé à un très grand nombre d'informations. Donc, il a non seulement grandi dans un bon environnement où il a eu accès, il a été exposé à beaucoup d'informations. Plus de cela, il avait la bonne génétique. C'est un peu comme certaines personnes qui sont nées avec des habiletés qui sont comme un bouclier de défense, ce qui leur permet de retenir cette capacité naturelle d'apprentissage. Et cela a majoritairement dû au fait que comment leur vocabulaire était structuré quand ils étaient encore petits. Et cela aussi dû au fait de qui étaient leurs parents et si leurs parents étaient conscients de cela. Et parce que si les parents sont conscients de cela et sont vraiment méticuleux sur comment interagir avec leur enfant, comment cela aura un impact très profond sur l'enfant et l'enfant développera tout simplement une très grande conscience. Et si les parents ne sont pas conscients, alors l'enfant ne développerait pas cette confiance, cette conscience-là. Alors, le point est que Johnson O'Connor a trouvé que le vocabulaire est en fait la fondation d'où nos pensées sont créées. Oui, Napoléon, il avait raison. Si tu changes ta façon de penser, tu vas changer tes pensées. Parce que les personnes à succès pensent différent que tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils pensent différemment? C'est ça que Johnson O'Connor a vraiment trouvé. Parce qu'ils ont un vocabulaire plus effectif.
Alors maintenant, le problème, c'est jusqu'à présent, rien n'a vraiment pu être fait avec cette information. En fait, le système éducatif le connaît déjà, ils savent déjà cela. Mais regarde le système éducatif, ils ne mettent aucun accent sur le vocabulaire. Et les enfants apprennent quelques mots ici et là, et entre la cile et le coup élémentaire 1 et 2, et après cela, c'est déjà, il n'y a plus rien. On attend tout simplement de toi que tu saches comment lire et comment comprendre et procéder les informations. Et les études ont montré que plus tu lis à la maison, plus tu seras effectif à l'école, avant que tu n'ailles à l'école. Donc, si nous regardons vraiment, le système éducatif n'est vraiment pas en train d'apprendre aux enfants. Donc, si nous regardons, le système éducatif n'est tout simplement pas en train d'apprendre quelque chose aux enfants. Ils sont tout simplement en train de filtrer et retenir ceux qui ont eu un bon environnement, et une bonne éducation déjà à la maison. Et tout simplement leur rémunérer pour cela. Donc, ils sont en train de mettre ces enfants dans les positions d'élite comme les docteurs ou bien les avocats. Et les enfants qui n'ont pas eu une bonne éducation à la maison ou un bon suivi des parents sont tout simplement foutus. Et ce sont eux qui ont maintenant les plus mauvais jobs dans la société. Donc, l'école n'est vraiment pas un environnement pour l'éducation, mais c'est plutôt un environnement qui sert de filtre. C'est plutôt une façon d'identifier qui mémorisera et apprendra les informations qu'on veut qu'ils apprennent pour que le système continue à fonctionner comme il est. C'est simplement comme le monde brave où il y a les alpha, bêta, gamma, c'est la même chose. Alors, le point que je veux vraiment que tu considères, c'est si tu es en train de vouloir changer tes pensées, mais tu ne sais pas comment changer ton vocabulaire, alors c'est pas simple comme juste utiliser un nouveau mot. Parce que si tu n'as pas accès sur comment reformer tes neurones et tes neural pathways, comme tu l'as fait quand tu étais un enfant, alors tu es foutu. Parce que tu ne peux pas retourner dans l'enfance et reformer ce programme à l'intérieur de toi. Tout ce que tu peux faire, ce sont des trucs qui sont temporaires. Tout ce que tu peux faire, c'est utiliser les trucs qui sont temporaires. Tu pourrais utiliser, par exemple, des nouveaux mots. Tu pourrais parler de nouveaux mots. Mais parler un nouveau mot, utiliser un nouveau mot, ce n'est pas la même chose comme vivre le mot. Mais juste parler un mot n'est pas la solution. Quand tu construis et développes ton vocabulaire, effectivement, cela aura un effet immédiat sur toi et ton environnement. Dès que tu iras dans un nouvel environnement, tu auras les effets immédiats de cela. Sauf si tu sais vraiment comment le faire. Dans le cas contraire, tu es vraiment dans une situation où tu es tout simplement en train de te foutre de ta propre gueule. Tu es en train de te dire, je suis en train de changer, je suis en train de changer, je suis en train de changer. Mais le résultat n'est pas évident. Donc, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que les gens ne sont pas vraiment conscients de ce qu'est leur plein potentiel, donc tu auras quelqu'un qui va venir et qui va les encourager. Et ce qu'ils vont commencer à faire, c'est commencer à se comporter comme leur programme de base est vraiment, et parce qu'ils vont changer leur environnement. Donc, ils vont changer leur environnement pour un environnement où ils sont plus capables de s'en sortir dans cet environnement. Cela va paraître comme si le résultat est différent, mais actuellement, c'est juste l'environnement qui a changé. Et la question maintenant, c'est comment est-ce que tu peux aller dans un environnement où tu te sens vraiment pas à l'aise, très inconfortable, mais te préparer à l'avance de telle sorte que quand tu y vas, tu es une nouvelle personne et que tu peux vraiment t'intégrer dans cet environnement effectivement. Et ça, c'est la définition de intégrer un nouveau vocabulaire à l'intérieur de toi. Et c'est ça que ça va faire pour toi. Et c'est ça que nous faisons avec TechnoTuteur. Nous changeons actuellement le vocabulaire pour de vrai. Pas juste ici en haut au niveau de la tête où les pensées changent, où tu es juste en train de te dire de nouvelles idées, mais tu changes cela à un niveau où cela a vraiment de l'impact et de l'influence, qui est l'inconscience compétente. Parce que quand tu fais cela, alors quand tu vas dans un environnement, l'environnement autour de toi commence à changer.
l'interaction que les gens ont avec toi est complètement différente. Les gens vont te demander des questions comme, par exemple, si tu intègres proprement le vocabulaire d'un avocat, même si tu n'as pas été dans une école ou bien dans une université du droit, les gens vont commencer à venir vers toi et te demander, es-tu un avocat? Oh, tu as vraiment l'apparence d'un avocat, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je suis vraiment sérieux. Je connais des personnes qui ont fait cela. Des personnes vont te traiter différemment. Voilà pourquoi quand une personne qui est vraiment riche entre dans une pièce, tu peux sentir leur présence parce qu'ils ont un vocabulaire différent et tu peux vraiment le ressentir. Alors, je vais t'introduire aujourd'hui un nouveau vocabulaire et je vais en parler de cela un peu plus tard et j'ai même déjà en parlé dans des récentes vidéos. Et ce mot, c'est la résonance. La résonance, c'est le mot pour qui tu es actuellement. Et la résonance, c'est le mot qui, en fait, décrit ton actuel vocabulaire. La résonance, c'est pas une vibration. Nous parlons de cela dans une interview avec Gavin Delorodojou. Ta résonance, c'est ta programmation physique. C'est un peu comme le disque dur dans ton ordinateur. Quand ton ordinateur s'éteint, le disque dur est toujours dans ton ordinateur. Est-ce que les informations ne sont pas toujours dans ton disque dur? Même si le courant électrique n'y est plus. Et quand tu maintenant allumes ton ordinateur, alors l'ordinateur commence à vibrer. Et là maintenant, l'ordinateur commence à vibrer et produit tous ces résultats. Et produit tous ces résultats maintenant sur ton écran. C'est un peu comme un diapason. Alors, si tu as un diapason et que tu le plumes, il va vibrer un son. Mais quand cela arrête de vibrer, la vibration est partie. Mais le diapason est toujours là. Et si tu le plumes de nouveau, il va mettre le même son, il va émettre la même vibration. Pourquoi est-ce cela? C'est parce que le diapason a une certaine résonance. C'est une certaine structure physique qui est la cause de cette vibration. Tu as une résonance. Nous le savons déjà, tu as une vibration, mais tu n'as pas actuellement une vibration. Tu vibres tout simplement. Et c'est ça qui cause les vibrations. Tu as une résonance. Tu as une structure physique à l'intérieur de toi et cette structure-là a une résonance. Et ça, c'est ton vocabulaire. Parce que nous savons que les mots ont une certaine fréquence. Les mots ont une résonance. Les mots ont une résonance. Et les mots ont une structure physique. Quand tu étudies la science neuronique, quand tu regardes certains mots, certains neurones dans ton cerveau s'activent. Donc, chaque mot, chaque lettre, chaque forme a une représentation physique dans ton cerveau qui est activée. Donc, tu peux regarder ton cerveau en train d'émettre tous ces signaux et savoir, oh, ça c'est la lettre L ou bien ça c'est le mot chat. Cela change actuellement l'architecture de ton cerveau. Quand tu apprends de nouveaux mots, la structure de ton cerveau est complètement changée. Mais si tu ne sais pas comment vraiment apprendre ces nouveaux mots pour les intégrer dans ton inconscient et que cela soit à un niveau inconsciemment compétent avec ces mots-là, tu n'es pas vraiment en train de changer ces circuits neuronaux. Tu es juste en train de mémoriser les mots pour une très courte période de temps et tu dois vraiment y mettre tellement d'efforts et d'énergie et de la focalisation là-dessus. Et le moment que quelque chose se passe dans ta vie qui te distrait, comme par exemple il y a un décès dans la famille ou quelqu'un te crie dessus ou bien un client te crie dessus, et quel qu'en soit le cas, ou bien quelqu'un utilise certains mots, je peux te garantir que je pourrais te parler, et vous tous là, ceux qui sont dans les pensées positives, je pourrais trouver des mots qui vont te déstabiliser, qui vont te trigger, qui vont te mettre en colère, qui vont t'énerver et qui vont te faire quitter de cet état d'esprit positif parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Juste besoin de trouver le mot correct qui va te déclencher, qui va te trigger. C'est comme ça que ça marche parce que tu n'as pas un vocabulaire effectif. Si tu avais un vocabulaire effectif,
tu n'auras pas besoin d'être positif parce que tu seras toujours dans un état avec ta résonance qui est en train de vibrer. Comment est-ce que tu t'es programmé? Tu n'aurais pas besoin d'essayer à être positif. Mais oui, tu pourrais toujours développer cette personnalité positive, mais si tu connais comment avoir des effets sur ta résonance, c'est plus facile. Tu pourrais tout simplement télécharger de manière inconsciemment compétente les mots qui vont te permettre d'avoir une personnalité positive automatiquement. Tu n'aurais même pas à avoir à penser à cela. Parce que imagine, si tu dois penser à cela, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu n'es pas inconsciemment compétent là-dessus. Donc, si tu penses à cela, si tu as peur que tes pensées vont changer, et si tu as peur que quelqu'un va dire certaines choses, cela veut dire que tu n'es pas inconsciemment compétent parce que inconsciemment compétent veut dire que tu ne peux pas le changer. Cela veut dire que c'est déjà là. Donc, par exemple, pensez-y, est-ce que le diapason se soucie de... Attends, réfléchis-y même encore. Si tu es nerveux avant une performance, avant de passer un stage pour une performance, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas dans ta résonance. Si tu es nerveux en ce qui concerne obtenir des résultats que tu aimerais avoir, si tu n'es pas absolument certain, si tu n'es pas absolument 100% certain, c'est parce que ta résonance, c'est parce que c'est à cause de ta résonance. Tu n'as pas cela programmé à l'intérieur de toi à un niveau physique, inconsciemment compétent. Est-ce qu'un diapason se soucie du fait que quand il sera plumé, il va vibrer le son à la fréquence exacte? Non, pas du tout. Parce que ça ne peut pas faire autre chose que émettre ce son. Donc, ceux d'entre vous qui souffrent vraiment dans la vie, qui ne l'ont pas facile. Donc, pour ceux d'entre vous qui souffrent vraiment dans la vie. Et quand je dis souffrir, tu dois vraiment être honnête avec toi-même. Tu n'as pas vraiment ce que tu aimerais obtenir. Tu ne sais pas si tu es vraiment sur le bon chemin ou pas. Tu as de l'espoir, tu as la foi, mais tu ne sais pas avec certitude. C'est parce que tu n'as pas changé ta résonance. Et si tu changeais cela, cette structure physique-là, le résultat changera automatiquement. Je ne dis pas que ça ne va pas prendre du temps pour avoir les résultats. Cela dépend tout simplement de la taille de tes objectifs. Si tu as vraiment des objectifs grands, mais tu peux passer toute ta vie à te convaincre que tu es sur le bon chemin pour arriver à la fin de ta vie et ne jamais l'obtenir. Et ça, c'est vraiment triste. Et ouais, c'est ça que TechnoTutor fait. Il change ton vocabulaire à l'intérieur de toi de manière inconsciemment compétente. Oui, ça, c'est le next level. Oui, et très peu de personnes réalisent cela maintenant. Mais à vous tous les coachs de vie là-bas d'ailleurs, j'ai un message pour vous. Tu devrais peut-être rejoindre le bateau maintenant parce que tous tes clients et tous ces coachs-là, ils vont travailler avec TechnoTutor et ils vont travailler pour TechnoTutor et ils vont inévitablement l'utiliser parce que c'est la solution. Donc, tu devrais considérer rejoindre le bateau maintenant. Et voici quelque chose pour les coachs de vie. Nous ne sommes pas en train de compétir. Vous avez les outils pour soutenir des personnes de telle sorte qu'ils puissent apprendre le chemin pour obtenir ce qu'ils veulent. De telle sorte qu'ils puissent apprendre et trouver le chemin pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais tu n'as pas l'outil pour le permettre de changer actuellement à ce niveau physique, à cette programmation physique-là, à un niveau de résonance, comme je suis en train de parler actuellement. Et ça, c'est quelque chose que je peux te soutenir avec. Je peux t'aider à devenir un meilleur coach de vie. Un coach de vie que le client obtient des résultats instantanés. OK? Bien sûr, tu dois devoir avoir des expectations un peu plus réelles parce que tu ne peux pas juste dire je suis un milliardaire et soudainement tu deviens milliardaire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et combien de temps est-ce que ça a pris Bill Gates pour devenir milliardaire? Et ça, c'est quelqu'un qui était déjà né dans un bon environnement.
avec la bonne génétique et tout le reste. Et cela a toujours pris du temps. Donc, oui, cela prend du temps. Mais est-ce que tu veux être certain que tu es sur le bon chemin ou tu veux tout simplement croire que tu es sur le bon chemin? Parce que quand tu regardes le mot croire, bon, en anglais, believe, au milieu, il y a le mot L-I-E qui est lie, mensonge à l'intérieur. Donc, si tu le crois, juste, tu dois être honnête avec toi-même. Tu es en train de te mentir à toi-même. OK? Envoie-moi un message. Laisse-moi te montrer ce que je peux faire. Je pense que tu serais agréablement surpris parce que même en tant que coach de vie, tu sais que tu peux aussi améliorer ta vie. Parce que si tu améliores ta vie, alors tes clients aussi vont obtenir de meilleurs résultats. Fais-moi confiance et cela se passe très rapidement. Donc, laisse-moi savoir. OK, OK, j'espère que tu as obtenu de bonnes informations de tout ceci. Et je dis j'espère parce que je ne sais pas si tu peux vraiment m'écouter. Je ne sais pas si tu as le vocabulaire pour vraiment procéder et comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que je suis en train de te dire la vraie solution. Parce que je suis en train de te donner le vrai deal. Plus de conneries, plus de foutaises. C'est terminer le jeu. Arrêtez la prétention. Le vrai deal. Et si nous travaillons ensemble, nous allons amener ce monde-ci à un niveau qui est vraiment... Je ne sais même pas si nous pouvons imaginer comment ce monde peut être vraiment meilleur. Nous ne pouvons pas, parce que notre imagination est limitée par notre programmation, qui est designée par ce système, par ce monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons que croire ce que nous voyons jusqu'à ce moment-ci. Donc, ne nous préoccupons pas de cela maintenant et essayons tout simplement d'être aussi effectifs que nous pouvons l'être maintenant. Et une fois que nous y arriverons, nous pourrons voir la suite. OK, tout le monde, ayez un bon dimanche et à très bientôt. Bye bye.